Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est le fils de l'imprimeur Antonio Girard. Il nous parlera de la carrière de son père, de l'entreprise qu'il a fondée et aussi de sa personnalité attachante. Antonio Girard est sans aucun doute l'homme le plus connu dans son domaine, en plus d'avoir marqué le commerce au centre-ville d'Alma. Aujourd'hui, pour nous raconter la petite histoire d'Antonio Girard, son fils Michel Girard. Monsieur Girard, tout d'abord, bienvenue à nos bâtisseurs. Plaisir, mademoiselle. Évidemment, on va parler de votre père, de sa carrière au cours des prochaines minutes. Votre père est né en 1925 à Métabetchouan. Il a grandi au centre-ville d'Alma. Parlez-nous peut-être un petit peu de ses études, parce que votre père a toujours dit qu'il était allé à l'école de la vie. Ça veut dire quoi? À l'école de la vie, effectivement, puisqu'à tous les fois qu'il nous racontait une histoire, il disait « quand j'étais petit gars ». Et là, je présume que cette période-là, pour lui, a été bien importante parce que c'est vrai qu'il a fait la vie, il a fait son éducation dans la rue parce qu'il n'est pas allé à l'école très longtemps, mais il était, au dire de sa sœur, un patenteux. Il y avait toujours une petite entreprise en progrès, même qu'il nous a raconté souvent une histoire de parfum qui s'inventait. Mais il y avait une très bonne mémoire là-dessus, mais c'est au centre-ville qu'il a vécu principalement sur la rue Sacré-Cœur et où il a fait ses premières armes d'imprimeur aussi, parce que il y avait sur cette rue l'imprimerie le Lac-Saint-Jean qui imprimait le journal. Et il a commencé par travailler à cet endroit-là et à faire ses premières armes, à connaître les rotatives, à toucher au papier, à la typographie. Un touche-à-tout un petit peu, là. Ouais. Et au début des années 50, il a eu l'idée d'ouvrir son commerce. C'était un bien grand mot, c'était plutôt son atelier d'artisan. Parce qu'à cette époque-là, on en parlait, tout était fait manuellement, à part les rotatives, bien entendu. Et là, dans la maison familiale où on était élevés, nous, mes deux frères, les plus vieux... Ça, c'était sur la rue Saint-Louis? C'était sur la rue Saint-Louis. Qui est maintenant Côte-du-Collège. Côte-du-Collège. OK. Il a fait son atelier dans le sous-sol, mais c'était pas facile parce que, déjà, pour entrer sa première presse, il a fallu percer le salage de la maison pour entrer ça. Et au tout début, il n'y avait pas encore tout à fait la machinerie, donc il s'occupait de ses clients pendant le jour. Et le soir, il y avait un ami, un monsieur Goulet à Jonquière, Kenogami, je pense, dans le temps. Et il prenait l'autobus avec ses commandes. Et là, il allait imprimer. Là, tard dans la nuit, ou jusqu'au dernier autobus, il revenait avec son travail fini. Et pendant la journée, bien, il faisait la finition de tout ça. Comment c'était justement la conciliation travail-famille? Parce que là, vous venez de le dire, le jour, c'était les commandes. Le soir, il partait. C'était pas évident non plus, là. Nous autres, on vivait là-dedans. Oui. C'était notre terrain de jeu. La fin de semaine, c'était notre terrain de jeu, même qu'on se faisait avertir un petit peu parce que ça pouvait être dangereux, là. Mais c'était le terrain de jeu et ça envahissait un petit peu la maison au rez-de-chaussée parce que son bureau, quand ça a grossi un petit peu, son bureau était au rez-de-chaussée.
Et il y avait même dans la chambre des garçons, il y avait un nouvel outil qu'il avait mis là en attendant d'agrandir. Donc, on vivait tout ça, mais ça n'a pas été facile. C'était un quartier résidentiel. Ouais. Et les rotatives, vous avez dû entendre déjà, c'est très bruyant. Donc, les voisins se plaignaient un petit peu de ça. Il a été 5 ou 6 ans au soubassement de la maison. Et après ça, bon, il voyait un petit peu plus grand, donc il a déménagé. Il a acheté une maison sur la rue Collard, la maison de Mme Caux-Martin. Ça, c'était une maison qui avait quand même quelques divisions ou qu'il y avait d'autres commerces aussi à l'intérieur. C'était une immense maison. Et donc, lui, il a acheté ça. Il en a fait l'imprimerie, a agrandi. Il a ajouté d'autres presses. Après ça, des employés. Je pense qu'il y était une dizaine d'employés, 10-12 employés. Et en avant du commerce, il a commencé à... il y avait une petite papeterie. OK. Dont ma mère s'occupait aussi. Ma mère a toujours été là avec mon père. Ils n'ont jamais pris de vacances pratiquement. Là, ils s'occupaient de ça. Donc, la petite papeterie se développait tranquillement à ça. Et ils ont commencé à vendre des machines à écrire. C'était un modèle un petit peu plus jeune que celui-là. Ouais. Et ils faisaient la réparation de tout ça aussi. Et c'était immense comme maison. Ça, c'était au début des années 60. Et vers le milieu, fin des années 60, il a acheté le voisin une vieille maison qui était abandonnée, M. Villeneuve, qui a complètement démoli. Et là, moi, je me souviens de ça parce que j'étais petit gars, comme disait mon père. Là. Et là, ça a été la construction de la bâtisse actuelle. Où est maintenant Langage Plus. Langage Plus, oui. Donc, il a fait son commerce en haut. Il a développé la papeterie qui était beaucoup plus grosse. Le scolaire aussi, le livre scolaire. Et tout le sous-sol, c'était l'imprimerie. OK. Qui a vendu en 1974. Pour quelle raison il a décidé de vendre justement le côté imprimerie après tant d'années? C'est probablement la compétition qui rentrait là-dedans. Puis il voulait développer aussi les copieurs. Dans le temps, ça commençait à être utilisé beaucoup dans les entreprises, tout ça. Donc, il voulait développer ce côté-là là, du bureau, d'équipement de bureau. Donc, tout ce qui était réservé à l'imprimerie en bas est devenu une salle de montre. De photocopieurs. De photocopieurs. Okay. Incroyable. Ça, c'est dans les années 80, là, au début des années 80. Ça, c'est dans les années 75. Okay. Là, quand il a vendu une imprimerie, en 74 exactement, il a converti ça en bas. Et là, en haut, c'est devenu, il y avait le cadeau, il y avait ils ont développé aussi au début, la Plaza 1 s'est construite à la même époque. OK. Et ils ont ouvert un mur, eux, dans la bâtisse qui était adjacente à ça, et ils ont pris un local dans la Plaza 1. Et là, ils ont développé le commerce du livre. Et donc, ça faisait une entrée, tout le monde passait par chez Antonio Girard. Parce que ça partait de la rue Collard, ça allait dans la Plaza, vice-versa. Et mon père, lui, avait son bureau au milieu de ça. Et lui, il y avait toujours quelqu'un. Il était tellement bon des gens, là. Puis c'était un gars bon aussi, là, de son tempérament. Oui, hein? Et là, il passait ses fins de semaine, il passait son temps, là, dans son entreprise. Est-ce que vous pensez justement que les qualités de votre père, vous l'avez dit, bon, c'est un bon vivant, les gens aimaient ça, aller le voir à son magasin. Est-ce que ces qualités-là ont fait en sorte au développement du succès de l'entreprise? Oui, hein? Parce que c'est un homme intègre et qui était juste. Il n'y a jamais eu de syndicat dans cette entreprise-là. Jamais. Pourquoi? Parce que les employés n'ont pas senti besoin de se revendiquer demander une accréditation. Je ne sais pas. Il y avait un bon patron, probablement. Mais il y a toujours eu une bonne entente entre les employés et puis mon père. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit par rapport à une chicane ou quoi que ce soit. Là, tout ça a duré, cette belle année-là. Dans les années 80, pourtant, ça a été difficile parce que
c'était une récession, une période de récession où les taux d'intérêt étaient très, très hauts. Là, il a fait quelques investissements, là, mais je pense qu'aujourd'hui, on parle plus de son travail d'imprimeur. Il a investi un peu dans la Plaza 2, mais... Bref, les hommes d'affaires, des fois, ils font des affaires. C'est pas toujours à leur avantage. À leur avantage. Mais bref, il y avait l'entreprise avait un rein solide pour absorber tout ça. Et là, ça a continué comme ça. Ils ont même ouvert une partie dans la Plaza 2. Ils ont réouvert une autre porte, une autre entrée dans la Plaza 2 où ils vendaient des cartes de soie. Et après ça, mademoiselle, ça a continué comme ça. Donc, en vendant son imprimerie, Antonio, il avait mis une clause, plutôt l'acheteur, M. Simard, M. Marcel Simard, avait mis une clause comme de quoi que il ne pouvait pas réouvrir d'autres imprimeries pour une période de 15 ans. OK. Il l'a respecté? Il l'a respecté tout juste. Jusqu'au 15e. En 90, il y avait toujours, lui, le papier, le papa, il touchait au papier, là, puis il en avait mal aux mains, d'ailleurs. Il avait un problème avec ses doigts. Mais toucher le papier, lui, là, il était capable de dire combien... Il prenait l'épaisseur d'une feuille, et il regardait l'épaisseur. Il était capable de dire à dizaine près combien il y avait de feuilles là-dedans. Et lui, il a toujours aimé la senteur des encres, le travail. Lui, c'est le travail bien fait. Un vrai passionné. Donc, il a réouvert une imprimerie. 15 ans plus tard? Pas au même endroit, évidemment, parce que là, il n'y avait plus de place. Et là, c'était au sous-sol chez Germain. Je ne vais pas vous rappeler sûrement, le café chez Germain, il y avait une petite salle de quilles en bas. C'était dans cet endroit-là? Oui. On a rénové ça et on a installé, on avait 2 petites presses. Je dis « on » parce qu'il y avait mon frère Martin et moi qui étions actionnaires de tout ça et mon père l'actionnaire principal. Mais là, c'était la nouvelle façon de composer parce que là, c'était de l'éditique. Il y avait un nouveau mot qui venait d'exister donc, c'était de l'édition par ordinateur. On travaillait avec des logiciels adéquats pour tout ça, PageMaker, ainsi de suite, Adobe, ainsi de suite. Mais on avait deux petites presses seulement, et les autres imprimeurs ont découvert ça en même temps que nous. Hein. Ça fait que les grosses imprimeries qui produisaient leurs travaux là-dessus, c'était bien difficile de compétitionner. Oui, hein. Et notre expérience là-dedans n'a pas duré très, très longtemps. Le temps nous presse, M. Girard. On a tellement de choses à raconter sur votre père, mais il nous reste à peu près 30 secondes. J'aimerais savoir le plus beau souvenir que vous gardez de votre père. Parce que vous l'avez vu aller pendant des années. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme qui vous a certainement inspiré? Moi, c'est sa mémoire. Quand il racontait, j'étais omnibulé par les dates qu'il mettait, les noms qu'il mettait à ses histoires. Tout le temps, là, même aller jusqu'à sa mort, il me racontait des histoires. Et là, il a travaillé jusqu'à sa mort aussi dans l'imprimerie. C'est pour ça que quand je le voyais, il avait 82, 83 ans, et qu'il travaillait encore dans les angles, dans le papier, puis il faisait de la finition, je me disais, hey, lui, là, il faut que j'y lève mon chapeau parce que je l'admirais dans toute son œuvre, parce qu'il a travaillé pendant 55 ans là-dedans. Monsieur Girard, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir raconté la petite histoire de votre père. Merci. Merci beaucoup. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.